Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne qui démarre avec cette nouvelle année. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2020 qui démarre. J'espère qu'elle sera pleine de très bonnes choses pour vous tous. Alors, il y avait eu la chronique de Star Wars D6, la chronique de 7e mer, plus récemment la chronique d'Alien, le 8e passager. Je ne pouvais pas passer à côté d'une chronique qui vous parlerait du 9e monde avec Numenera, le jeu de Monte Cook, qui se déroule donc dans The Ninth World, le 9e monde. Et je sais, vous allez me dire, ce jeu est quand même sorti il y a un petit moment. Bah oui, certes, mais j'étais complètement passé à côté de ce jeu. Et puis je suis retombé dessus là un peu par hasard, alors que j'étais un petit peu en période de recherche de jeux qui pourraient m'intéresser, proposer quelque chose d'un peu nouveau, d'un peu original, tant par les thématiques abordées que par le système de jeu. Et donc je suis tombé là-dessus. Alors Noël aidant, je me suis j'ai pu me procurer un petit pack de quelques ouvrages. Alors là aujourd'hui je vais vous parler de la première mouture parce qu'on est déjà à la V2 côté américain. Je vais vous parler donc de la première mouture du jeu qui était sortie. Alors Monte Cook, Shanna Germain, qui est une auteure qui a sorti pas mal d'ouvrages de fantasy, fantastique, quelques ouvrages érotiques également. Voilà, c'est écrit à quatre mains, même si bon derrière il y a Monte Cook, on sent la patte du garçon. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Monte Cook, il a commencé, il a participé notamment à Rollmaster. Alors là, ça nous rajeunit pas, mais bon, pour dire qu'il aime bien aussi les jeux avec des mécaniques un peu plus recherchées, on va dire, et un peu plus touffues. Rollmaster, vous vous rappelez, les tables, etc. Bon, le jeu le plus simple du monde, puisqu'il n'y a qu'un seul type de tirage, indécent, avec un bonus, et en même temps, un jeu assez compliqué, parce que beaucoup d'addendum et de compendium et des ouvrages qui sortaient, ça n'en finissait pas. Mais c'était quand même toute une époque du jeu de rôle. Monte Cook, il a ensuite également beaucoup participé. On lui doit énormément sur la version 3 de Donjons et Dragons. Donc à l'époque, il travaillait chez TSA et il a vraiment bon, il n'était pas tout seul bien sûr, mais il a c'est un peu son bébé quand même. Et derrière, d'ailleurs, à l'issue de cette version, il a sorti aussi, il est aussi célèbre pour avoir sorti Ptolus, qui est un volume énorme sur une cité et dont le but était un peu de pouvoir tester tout ce qui était proposé dans les nouvelles moutures de règles. Donc ça part dans tous les sens. Cette cité, c'est énorme. Bientôt devrait sortir le pledge de la élite. On verra si c'est aussi fouillé que Ptolus, mais pour l'instant, ça reste, je crois, Ptolus la référence en termes de cité, lien, corpus de règles, avec tout un tas de types d'aventures qu'on peut faire jouer. Et puis, on lui doit également le setting Planescape. Alors, Planescape, c'était ça le rapproche un peu d'ailleurs par certains côtés, vous verrez, de Numenera. Planescape, c'était cette idée qu'il y avait des portails magiques qui reliaient les univers entre eux et qu'en réalité, vous pouviez démarrer une campagne avec quelques scénarios dans le monde de Greywalk et puis franchir un portail, repasser par l'immense ville, d'ailleurs c'est une planète-ville de Sigil, et puis derrière atterrir dans les Royaumes oubliés, par exemple. Donc il y avait déjà cette volonté de proposer un univers assez large. Ce sera repris d'ailleurs dans son nouveau jeu aussi, The Strange, où en fait, là c'est ce qu'il appelle des récursions, mais où on peut aller jouer dans divers univers, sachant que chacun de ces univers en fait est considéré comme une récursion, du type vous allez jouer dans le Londres victorien, période Sherlock Holmes, et ça va être une récursion. Voilà. Alors je reviens à Numenera. Qu'est-ce que c'est donc que cela? De quoi ça parle? Le pitch. Alors le pitch Numenera, vous voyez un beau volume quand même.
nous sommes quelques billions d'années après la période actuelle, et le monde en fait a connu une succession de 8 civilisations, voilà, qui se sont développées, ont cumulé à leur apogée, et puis ont fini par péricliter. Et nous sommes donc dans ce qu'on appelle le 9e monde maintenant, cette 9e civilisation. Et cette 9e civilisation, bien sûr, le monde est chargé des vestiges des mondes précédents. Parmi ces vestiges, on va trouver du matériel technologique, mais étant donné que les habitants du 9e monde ne possèdent pas le même degré de maîtrise technologique, en fait, ça va être plus ou moins perçu, notamment par les prêtres des âges, comme possédant un caractère magique. Voilà. Ce qui est intéressant dans cette proposition de jeu, c'est qu'on est vraiment sur quelque chose basé sur de l'exploration. Alors il y a du combat, des choses comme ça, hein, mais c'est pas au centre de la chose. C'est vraiment l'exploration, la découverte dans un monde qu'il qualifie de world setting, donc en fait assez merveilleux et qui propose aussi un merveilleux peut-être différent de ce qu'on a l'habitude de rencontrer en fantasy, ou à force d'être un peu sur les mêmes canons de merveilleux, en réalité aujourd'hui croiser un elfe, un gnome ou un nain, voir un tiefling, ça n'a plus rien de merveilleux pour un rôliste. C'est un peu j'allais dire son quotidien, c'est presque, voilà, c'est banal, c'est trivial, donc ça va bien renouveler l'intérêt du jeu. Donc c'est de la science fantasy, donc un mélange de choses technologiques et de fantasy. Donc le 9e monde, il est médiéval, hein, on va retrouver des villes, des villages, des cités à l'époque médiévale, mais le tout ambiancé avec donc ces éléments technologiques. En termes de gameplay et de mécanique de jeu, surtout de système de jeu, on est sur un jeu traditionnel avec un maître de jeu et des joueurs, qui présente quand même la particularité du fait que le maître de jeu ne lance jamais les dés. Les joueurs, par exemple, pour résoudre des challenges, c'est les joueurs qui lancent leurs dés, et lorsqu'il y a des oppositions, par exemple des combats, des confrontations, eh bien les joueurs tirent des jets pour leurs attaques, et quand c'est les créatures qui attaquent les joueurs, ce sont encore les joueurs qui tirent des jets pour leur défense. Ce qui permet au maître de jeu de pouvoir rester focus sur le setting, le narratif, etc. Car la proposition derrière ce jeu, c'est d'arriver à avoir un jeu qui soit aussi passionnant que les autres jeux en termes d'action, de rebondissement, d'intrigue, etc. Mais en étant sur un côté narratif et avec quand même un système qui résout. Un système qui a l'air assez facile et qui permet en fait juste de donner un cadre dans lequel les joueurs et le maître de jeu après se perdent et se laissent envahir en fait par les tropes soutenues par l'univers. Alors les personnages, ils sont définis très simplement. En fait, un personnage à chaque fois c'est je suis un, adjectif non, qui et un verbe. Alors, le nom va déterminer l'archétype. En gros, si vous voulez, ça correspondrait à la classe. Dans cette version de base du jeu, il y en a 3. Il y a, ça fait penser à Low Fantasy Gaming d'ailleurs, il va y avoir une classe, donc le glaive, qui correspond, vous l'aurez compris, à la classe des combattants, mais qu'on peut quand même, grâce au focus et au descripteur, orienter un peu différemment, hein, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y en ait pas deux pareils. Il y a la classe des nanos. Donc les nanos, ce sont ces personnages qui vont utiliser la technologie, qui considèrent d'ailleurs, ils ne la comprennent pas, donc pour eux c'est plus de la magie que de la technologie. Vous l'aurez compris, c'est ce qui va se rapprocher de la classe des magiciens, avec des pouvoirs psychiques, ce genre de choses, etc. Et puis, il y a la 3e classe, c'est les jacks. Les jacks, ils sont moins orientés. C'est un peu les touche-à-tout. Et donc là, on va s'approcher de classes type voleur, larron, qui en fait sont mauvais en rien, bons en tout, et un peu touche-à-tout. Voilà, ça correspond aussi à des types de joueurs
des types de choses que certains joueurs aiment bien interpréter. Je pense à ça parce que j'ai des joueurs à ma table qui est très friand de ce type de personnage, qui est ni un gros guerrier, ni quelqu'un qui va maîtriser trop la magie, mais qui par contre va être très très bien sur tout ce qui est social, infiltration, dissimulation, etc., etc. Alors à partir de là, on choisit donc un archétype, on choisit un descripteur, donc qui va vous permettre le descripteur, à la limite, l'adjectif, il renseigne plus sur un peu la personnalité, il commence à esquisser la personnalité du personnage. C'est un peu redondant, mais c'est de cela qu'il s'agit. Et puis, vous avez le verbe, et là, le verbe, lui, on va rentrer vraiment dans un peu la spécialité et la spécificité en termes de mécanique, de pouvoir, de ce qui pourrait correspondre un peu à des dons que va utiliser le personnage. À côté de ça, vous avez trois poules très importantes. La poule alors might, ça doit être la puissance, la poule de célérité, de vitesse, et la troisième poule, elle m'échappe, intelligence, donc qui va déterminer tout ce qui est sagacité, etc. Lorsque vous devez résoudre une action, bien c'est très simple. Le maître de jeu a scripté dans son scénario, ou bien si c'est quelque chose qui se déclenche à la volée, il a une petite table de référence pour l'aider, être en mesure de décider d'un niveau de difficulté qui va de 0, 0, c'est trivial, tout le monde peut arriver à le faire, il suffit de le verbaliser, et l'action est résolue, jusqu'à 10 pour quelque chose de vraiment très très difficile. C'est le maximum, ça va être 10. Et ensuite, on multiplie cette valeur par 3 pour savoir combien doit obtenir sur un lancer de D20 le joueur pour que son action réussisse. Exemple, une difficulté de 5, ça veut dire que le personnage, le joueur qui va tenter son action, doit tirer un D20, faire 15 ou plus. Alors vous allez me dire, mais oui, mais dès qu'on est à des difficultés de 7, 21, ça commence à devenir impossible. Alors non, parce que justement, c'est là qu'entre en jeu la mécanique du jeu, c'est que le joueur va pouvoir en fait faire reculer de cran par cran les niveaux de difficulté qui sont attribués aux actions qu'il doit faire. Tout simplement en utilisant des objets. Évidemment, c'est pas la même chose s'il combat à main nue ou s'il combat avec une hache à deux mains, par exemple, ou une arbalète. En utilisant également certaines de ses compétences, donc qu'il aura gagné via son descripteur, via son focus, pardon, ou en utilisant ce qui s'appelle la mécanique des efforts. Alors les efforts, c'est que vous allez pouvoir piocher dans les trois jauges, enfin l'une des trois jauges qui se rapporte à l'action que vous faites, pour faire baisser l'écran comme ça de la difficulté, et donc finalement ramener une difficulté de 8, arriver à la faire redescendre par exemple à 5, et du coup il faut faire 15 sur le dé, etc. Voilà. C'est aussi simple que ça. Le système de blessures et de points de vie, encore une fois très facile, vous entamez d'abord, quand vous prenez des coups, votre jauge de puissance, puis votre jauge de célérité, et enfin, en dernier, votre jauge d'intelligence. Dès que la première jauge tombe à 0, vous êtes blessé, donc vous avez des malus. La deuxième jauge célérité à 0, voilà, vous avez même des difficultés pour vous mouvoir, etc. Et si la troisième jauge tombe à 0, là, vous êtes tout simplement décédé, j'ai envie de dire, et vous refaites un personnage. Donc voilà, sur ce système très 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 simple, vous voyez qu'on arrive à faire une proposition très très intéressante. En tout cas sur le papier, c'est passionnant. Alors si on prend l'ouvrage un petit peu plus dans le détail, si on regarde un petit peu la table des matières, vous allez avoir un petit peu la présentation de l'univers, les premiers pas, la création de personnages, une vingtaine, 30 pages peut-être sur les règles. Vous voyez que ça reste très très light en termes de règles. Et puis après on attaque le gras de l'ouvrage, à savoir le monde de Numenera, puis les créatures et encore des précisions sur les PNJ, comment construire les PNJ, etc. Puis enfin les Numenera, qui sont donc ces objets. Alors il y en a de plusieurs sortes, les Numenera, c'est un petit peu ces objets anciens et donc chargés de magie pour les gens du 9e monde, mais en fait de technologie pour les autres. Donc les Numenera, vous avez les Numenera basiques,
qui eux, voilà, c'est plus des breloques, des choses comme ça, des petits porte-bonheur, etc. Vous avez au cran au-dessus les ciphers, qui sont des petits objets. Généralement, les ciphers, vous les utilisez une fois, et puis après, ils ne fonctionnent plus, même si je crois qu'il y en a certains qui sont rechargeables. Et puis vous avez les artefacts. Alors là, les artefacts, on est sur des objets technologiques que vous pouvez garder dans le temps et qui vous accompagnent tout au long de la campagne ou des parties que vous faites. Vous avez ensuite un chapitre sur la maîtrise, comment maîtriser le jeu. Et puis après un chapitre qui s'intéresse un petit peu, il va y avoir plusieurs aventures qui vous sont proposées, et enfin on finit avec des annexes. Alors j'avoue que proposer des aventures c'est assez c'est assez intelligent. Là je vois qu'il y en a 4, le Béal de Borégal, le vaisseau semeur, le prix caché, les 3 sanctuaires, etc. C'est assez intelligent parce que alors c'est le livre est vraiment c'est très dense. Vous allez voir, je vais vous faire voir une page. Voilà, c'est écrit assez petit, vous voyez. Bon, il y a beaucoup d'illus, donc ça au niveau des illus c'est vraiment un très beau bouquin, hein. Là-dessus, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous avez vu, j'ai toujours pas progressé sur la présentation. Voilà, vous avez une magnifique carte au début de l'ouvrage aussi. Voilà, je montre rapidement pour pas trop spoiler. Mais l'univers, il est tellement riche qu'il y a un petit boulot, je pense, pour le MJ au départ. Pour ingurgiter tout ça, et puis c'est fait de façon assez maligne parce qu'en fait c'est à la fois très riche et en même temps c'est assez free comme le sont un peu les mécaniques de jeu et les règles. Et en fait l'idée c'est d'encourager les maîtres de jeu à s'emparer de la chose et à faire évoluer un petit peu l'univers à leur sauce. Sachant que ce qui est important dans ce jeu d'exploration, c'est en fait, il faut essayer de récupérer un peu à la manière d'archéologue, d'aventurier archéologue, récupérer des objets passés et des informations pour pouvoir bâtir la société du futur. Alors, je continue toujours. Donc ça, c'était les livres de la première mouture avec le lot que j'ai trouvé donc d'occasion. Il y avait un deuxième ouvrage, des options de personnages, où là, celui-ci, je l'ai parcouru assez vite, j'ai pas encore eu le temps de vraiment me plonger dedans, mais visiblement, c'est des nouveaux focus, des nouveaux descripteurs, des nouveaux objets. On reste, vous voyez, toujours sur le même type d'ouvrage, donc assez dense encore une fois. Il y en a deux, il y en a un deuxième sur la première mouture de Numenera, il y a un deuxième livre comme ceci de présentation de personnages. Vous avez le guide du joueur. Le guide du joueur, c'est pas mal aussi. Comme l'univers, ce qui est intéressant, c'est quand même que les personnages découvrent l'univers peu à peu. Voilà, encore une super illu. Vous avez un petit cet ouvrage-là. Les joueurs peuvent le compulser. Ils ont suffisamment d'infos pour apprendre à bâtir, à commencer à réfléchir à leur personnage et avoir aussi quelques éléments sur l'univers, sans pour autant être spoilé. Donc très très bien. Ça se fait de plus en plus dans les nouveaux jeux d'avoir une partie vraiment pour les joueurs, et franchement c'est très très bien. Et puis vous avez un premier bestiaire du 9e monde qui est magnifique, très 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 original. C'est là où ce jeu, il y a vraiment de la fraîcheur. Si vous êtes un petit peu fatigué par les oursibous, les dragons, les hags, etc. Là on est sur des choses vraiment surprenantes à chaque page. Et puis chacune des créatures, la manière dont elle est décrite, ça donne envie vraiment. On pense tout de suite à des scènes de jeu, voire à des scénarios, voire à des campagnes. Moi j'avoue que je suis la bonne claque de la rentrée. Vous avez également un écran. Alors l'écran, je suis pas sûr qu'il soit déjà il est pas fabuleux. Je le trouve pas fabuleux par rapport à. C'est beaucoup des personnages. Alors que je trouve que dans ce jeu, ce qui est intéressant, c'est le setting. Il y a vraiment des illus fabuleuses. Et là, je trouve que c'est bon. Ça permet peut-être aux joueurs de se représenter un peu ce que peut être un personnage. À l'intérieur, il y a quelques tables. C'est pas trop chargé.
hein. Comme on est sur du roll light au niveau des règles, vous voyez, système de code couleur comme sur les règles. Je pense qu'on peut s'en passer. J'ai vu qu'il était possible de récupérer sur internet des tables où en fait vous avez des petits chit-chat pour avoir les petites tables pour savoir quel tirage on fait selon les situations. Vous avez une carte, bon, elle est magnifique, vraiment la carte. Vous avez une carte, on va essayer de faire quelque chose. Voilà, une superbe carte donc du monde. Voilà, je traîne pas trop dessus parce qu'encore une fois, bon, comme c'est un jeu d'exploration. Et puis avec l'écran, il y avait également ce petit livret où on a une aventure dedans. Je crois que ça change un truc violet, je sais pas quoi. Au cœur de la vallée pourpre. Voilà, au cœur de la vallée pourpre, une petite aventure. Encore une fois, ça permet, je pense que c'est pas inutile au début. Moi, je suis en train de potasser le truc. C'est vrai que j'ai déjà des dizaines, voire plus d'idées de scénarios. Mais je pense qu'il faut commencer par faire jouer peut-être des choses qui sont sorties pour être sûr d'être bien raccord et puis pour commencer l'immersion progressive des joueurs. Alors, vous l'avez compris, moi j'ai été conquis, j'attends bien sûr un retour après avoir fait une partie. Pour l'instant, ce jeu pour moi a l'air d'avoir beaucoup de mérite. Du coup, je me suis un peu plongé sur les forums francophones et anglophones pour voir un petit peu. Alors, je crois qu'il est assez clivant quand même. Je crois qu'il y a des gens qui n'adhèrent pas à la proposition. Mais par contre, force est de constater que les gens qui adhèrent, vraiment, ils trouvent ça vraiment super bien. Donc voilà, affaire à suivre. Aujourd'hui, ce qui est un petit peu dommage, c'est que la gamme française, elle est un petit peu mornée en fait. Il y a ces quelques ouvrages qui étaient sortis. Là, je crois que je dois pas être loin de tout avoir sur ce qui est sorti en français. Je sais qu'il y a une campagne Devil's Spine, l'échine du diable, qui était sortie également en français. Et puis sur les forums, ça se plaint beaucoup quand même de dire que ça fait presque 3 ans maintenant qu'on attend le livre du monde, The Ninth World Guide, qui va permettre de rentrer encore plus dans le détail de la description du monde, ce qui est, vous l'aurez compris, vu les tropes du jeu, c'est quand même important. Il y a également, j'ai 2 autres ouvrages en français que j'ai acheté, j'ai trouvé ça tout à fait par hasard dans ma boutique à Nice. Du coup, j'ai sauté dessus. Le Compendium technologique avec des nouveaux ciphers et des nouveaux numéra, en fait, voilà, des nouveaux objets. Et puis, un ouvrage qui fait partie d'une trilogie, décidément, trilogie d'ouvrages, donc qui comprend Into the Deep, Into the Night et Into quelque chose. Donc là, c'est le premier, c'est Into the Night, au cœur de la nuit. Voilà, bon, ça sonne un peu Jean-Louis Aubert comme ça sur le titre, mais en fait, ça décrit un petit peu toutes les planètes qu'on va retrouver au-delà de notre monde, parce que vous l'aurez compris, comme c'est de la science fantasy, eh bien évidemment, on va pas rester bloqué. Ça aurait été étonnant avec Monty Cook, mais on va pas rester bloqué sur cet univers et on va pouvoir évoluer d'une façon assez bien. Alors, la gamme anglaise, elle a sorti donc pléthore, hein, je crois qu'on n'est pas loin déjà d'une vingtaine d'ouvrages. Et puis surtout, ils ont sorti il y a pas longtemps, je crois que ça c'est beaucoup plus récent, il y a 1 an ou 2 ans, ils ont revu un peu leur copie avec 2 gros ouvrages semblables à celui-ci, Discovery et Destiny. Alors, le Discovery fait un peu double emploi avec celui-là, sauf que c'est une version, allez, on va dire 1.1 des règles. Ils ont, après les parties qui ont été faites, ils ont un peu streamliné le jeu, revu, peaufiné quelques détails. Ils ont ajouté, je crois, quand même 3 nouveaux types de personnages. Le Delve, le Wright et l'Arcus, de mémoire. Et ce qui est intéressant, c'est le 2e ouvrage. Donc le 2e ouvrage, lui, Destiny, ils ont rajouté un trope. Si là, avec le jeu de base, on est sur vraiment de l'exploration, Destiny, lui, va être un ouvrage beaucoup plus anthropologique. Et là, on va s'intéresser aux communautés et on va vous permettre de donner de l'épaisseur à votre personnage.
et ne pas en faire un simple explorateur, mais avec aussi des rôles, des fonctions, des choses à accomplir au sein d'une communauté donnée. Et donc le jeu prend une dimension supplémentaire avec cela. Vous avez un ouvrage sur Priest of Aeons, les prêtres des âges, donc qui rentre dans le détail sur cette c'est la religion principale dans le monde de Numenera. Que sais-je encore, je les ai plus tous en tête, mais il y a vraiment voilà. Donc bon, je pense que je n'aurai pas la patience, et à mon avis, encore une fois, la gamme est mornée, ça fait partie de ces gammes qui rentrent en traduction, et puis finalement, je pense qu'au bout d'un moment, l'éditeur se dit, c'est peut-être pas rentable pour lui, il n'y a pas suffisamment de gens qui accrochent, et du coup, il laisse un peu tomber. Alors bon, il ne fait jamais de but en blanc, il commence par laisser traîner un peu, pourrir la situation un an ou deux, puis au bout d'un moment, les joueurs simplement francophones, ils se retrouvent avec des jeux incomplets, on a tous connu ça, je pense à L5K par exemple, etc. Bon voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça, donc moi je vous le redis, si vous avez un petit niveau d'anglais, investissez $20 dans un dictionnaire, et quand il y a une gamme de jeux qui vous plaît, franchement, faites l'effort, ça va vous refaire faire un peu d'anglais, et vous serez sûr que si vous achetez chez la personne qui est à la fois le créateur du jeu et l'éditeur, vous aurez le jeu en entier, ce qui peut être pas mal quand même pour profiter pleinement de la chose. Donc je vais certainement acquérir les ouvrages en anglais pour pouvoir pousser la chose un peu plus loin. Ce jeu donne vraiment envie. On va voir, là on est en train de finir une petite campagne avec Pathfinder 2 dans Golarion. Moi j'avais beaucoup travaillé sur une campagne dans mon setting perso. Entre deux, je pense qu'on va faire un petit tour par Numenera. Si vraiment on accroche bien à Numenera, peut-être qu'on switchera. Voilà, il y a rien de prévu. Tout est à faire. Si vous aimez le système, il y a The Strange aussi, qui est sorti un peu après, 2 ans après Numenera, qui reprend le Cypher System. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a même après un bouquin qui est le Cypher System, où là vous pouvez faire jouer un peu ce que vous voulez avec. On passe dans la catégorie des jeux génériques. Donc je pense s'ils en sont arrivés là, c'est que je pense que le système, et en tout cas les retours de partie avec ce système, ont dû faire leurs preuves pour développer finalement que le système pour en faire quelque chose de jeu générique à la Savage World, Fate et autres choses du genre. C'est que je pense que ça fonctionne. J'ai cru comprendre qu'il y avait un petit souci sur Numenera, notamment avec les histoires de points d'ex. Ça grimpe un peu vite. Parce qu'en fait, dans les mécaniques de jeu, ça va me permettre de vous parler de ça, quelque chose d'intéressant aussi. Dans les mécaniques de jeu, vous avez une mécanique qui s'appelle Intrusion, GM Intrusion. Alors en français, peut-être intrusion, j'ai pas encore... oui, je pense que ça va être intrusion en français. Et donc, tout simplement, à certains moments, le maître de jeu peut mettre des bâtons dans les roues des joueurs. À ce moment-là, il leur propose le marché clé en main, une complication avec possibilité de récupérer des points de vie. Et le joueur peut décliner la complication, sachant que du coup les joueurs ont tendance, si vous mettez un peu beaucoup de complications, à monter un peu vite. Bon, c'est très facile de gérer ça, apparemment, j'ai vu ça sur les forums. Les maîtres de jeu, ce qu'ils font, c'est que soit ils font 2 jauges, c'est-à-dire qu'ils font une différence entre les points d'expérience gagnés grâce à ces complications, qui peuvent servir pour acheter des avantages sur du court terme, etc., rejeter des dés, et les points d'expérience qui gagnent en fin d'aventure lorsqu'ils trouvent des objets. Parce que donc à Numenera, on ne progresse pas en tuant de la bête, on progresse en avançant dans sa compréhension de l'univers et dans la découverte des fameux Numenera. Là encore, je vous laisse réfléchir à ce que toute la logique que ça sous-entend derrière. Et réfléchissez-y, vous allez voir que ça change complètement, je pense, la façon d'envisager les jeux fantasy, et que ça, voilà, il y a une espèce de fraîcheur, en tout cas à la lecture, qui se dégage de l'ensemble de ces ouvrages. Dans la nouvelle version, dans Numenera 2, ils ont rajouté le pendant des GM Intrusion, et c'est les Salvage.
Et là, c'est les joueurs qui peuvent, voilà, eux aussi intervenir un peu plus, je crois, sur l'univers, mais enfin aussi essayer de contrecarrer les intrusions du maître de jeu. Donc voilà, il faut que je me procure les ouvrages pour vous en dire plus. Je pense que je ferai d'autres vidéos un peu plus détaillées. J'essaierai de faire une petite série sur ce jeu qui, moi, m'a l'air très enthousiasmant, très neuf. Voilà, en termes, pour finir peut-être de vous décider, en termes d'influence, quand vous lisez, il y a un texte de Monty Cook au départ, il cite clairement deux auteurs, Moebius. Donc bon, là déjà, bon, ça, voilà, ça, on pense tous à Lincal, voilà, et ça donne, personnellement, moi, ça me donne très envie. Et également Gene Wolfe, qui est un auteur, alors, qui a écrit une pentalogie qui est assez, qui a l'air assez bien critiquée sur les forums de lecture, une pentalogie donc de science fantasy. Voilà, mais je ferai peut-être une petite vidéo sur les influences. Ils ajoutent aussi au début du livre qu'à la fin, dans les appendices certainement, il y a une bibliographie. Donc je suis pas encore à la fin, hein, j'ai reçu le livre, le carton du livre ce matin. Donc voilà, j'ai 2 petites heures de lecture dessus, donc il faut me laisser un peu de temps. Mais je reviendrai peut-être avec une bibliographie pour vous en faire part. Je pense que c'est assez important. C'est le genre de jeu, à mon avis, où vraiment l'accent doit être mis sur l'univers, beaucoup plus que sur les mécaniques de jeu, où je pense qu'en une demi-heure, vous avez expliqué le truc à vos joueurs et tout le monde est capable de jouer. Voilà, on se débarrasse de ce problème de mécanique. Mais à mon avis, ce qui fait tout le sel des parties, c'est quand même l'immersion dans ce fabuleux décor, ce décor vraiment fantastique au sens premier du terme. Et voilà. Et donc il faut peut-être d'accompagner avec quelques lectures dans la veine peut être une chose intéressante, au moins pour les maîtres de jeu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Démarrez bien l'année et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne semaine à vous.